Je m'appelle Megan. J'ai 32 ans et, jusqu'à Thanksgiving dernier, j'étais la fille modèle qui contribuait à hauteur de $9 600 par an pour subvenir aux besoins de mes parents ingrats. Ce soir-là, après que mon père m'ait rejeté à table devant toute notre famille, je suis rentré chez moi et j'ai systématiquement annulé toutes les factures, services et systèmes que je finançais depuis 8 ans. Ce que je n'avais jamais anticipé, c'était le chaos total qui émergerait à l'aube. Avant de vous expliquer comment toute ma famille s'est retrouvée avec les forces de l'ordre à leur porte le lendemain matin de Thanksgiving, dites-moi d'où vous regardez et appuyez sur le bouton s'abonner si vous avez déjà dû rompre avec des membres de votre famille toxique. J'ai grandi dans une communauté de classe moyenne à Grand Rapids, dans le Michigan, avec mes parents, Eleanor et Richard. Dès le début, il y a toujours eu une inégalité dans notre foyer. Mon jeune frère, Jason, qui a actuellement 27 ans, était le préféré incontesté. Je l'ai remarqué très tôt, peut-être vers l'âge de 7 ans, quand il a obtenu un vélo flambant neuf pour avoir eu un C sur son bulletin scolaire, tandis que mes imparfaits me valaient une tape sur la tête et un rappel de les maintenir. Cette tendance a persisté tout au long de notre enfance. Jason a reçu la plus grande chambre, les vêtements les plus neufs et les encouragements les plus enthousiastes lors des événements scolaires. J'ai appris à accepter mon rôle de fille fiable mais en quelque sorte négligée, qui ne pourrait jamais tout à fait égaler mon frère aux yeux de mes parents. Le véritable tournant s'est produit lorsque j'ai eu 18 ans. Papa a perdu son poste à l'usine automobile où il était employé depuis 20 ans. L'entreprise réduisait ses effectifs, et malgré son expérience, il a été parmi les premiers à être licencié. Maman avait toujours été réceptionniste à temps partiel dans un cabinet dentaire de quartier, mais ses revenus étaient insuffisants pour faire vivre notre famille. La situation financière de notre famille a dégringolé. Je me préparais à entrer à l'université quand cela s'est produit. Contrairement à Jason, qui était encore au lycée, je devais trouver comment financer mes études. J'ai contracté des prêts étudiants, j'ai conservé 3 emplois à temps partiel et je me suis à peine reposé pendant 4 ans. J'ai servi des tables le matin, j'ai travaillé à la bibliothèque du campus l'après-midi et j'ai fait de la saisie de données depuis ma chambre de dortoir la nuit. Pendant ce temps, Jason continuait à obtenir toute l'aide financière que nos parents pouvaient lui fournir. Lorsqu'il a commencé l'université 3 ans plus tard, ils ont en quelque sorte trouvé l'argent pour ses frais de scolarité, allant même jusqu'à contracter une deuxième hypothèque sur leur maison. Par un miracle de volonté et d'énormes quantités de café, j'ai obtenu un diplôme en informatique. Après 6 mois de recherche intensive d'emploi, j'ai décroché un poste dans une entreprise technologique en pleine expansion à Détroit. À 24 ans, je gagnais un salaire à 6 chiffres et j'avais enfin l'impression de pouvoir respirer financièrement. C'est alors que mes parents ont commencé à appeler plus fréquemment. Au début, c'était juste pour prendre des nouvelles, mais bientôt les discussions ont porté sur leurs factures qui s'accumulaient, la possibilité de saisie de leur maison et la diminution de leur fonds de retraite. Je me suis senti coupable de les voir lutter alors que j'étais enfin à l'aise, alors j'ai proposé de les aider. Ce qui a commencé comme une aide occasionnelle s'est rapidement transformé en un soutien financier régulier. En un an, je couvrais leur hypothèque mensuelle de 8 cents, $100 de services publics et 6 cents pour les paiements de leur voiture. Mes parents ne m'ont jamais directement demandé d'assumer ces responsabilités de façon permanente, mais il y avait toujours une crise, toujours une raison pour laquelle ils avaient juste besoin d'aide un mois de plus. Finalement, c'est devenu une attente tacite, un devoir plutôt qu'un choix. Pendant ce temps, Jason avait commencé une série d'entreprises entrepreneuriales, dont aucune ne semblait jamais réussir. Tout d'abord, il y a eu une entreprise de dropshipping en ligne vendant des appareils électroniques importés qui s'est dissoute après 6 mois. Ensuite, il y a eu le concept de food truck qui n'a jamais réellement obtenu de camion. Après cela, un plan d'investissement en crypto-monnaie qui lui a coûté, ainsi qu'à nos parents, près de $15 000 de leurs économies. Tout au long de ces péripéties, nos parents sont restés ses plus grands supporters. Jason a juste besoin d'une grande opportunité, disait maman. Il a une telle vision. Papa informait fièrement les voisins que Jason était un homme d'affaires, tout en mentionnant rarement ma carrière stable qui permettait littéralement de maintenir leurs lumières allumées. Ma meilleure amie, Lorraine, voyait la situation plus clairement que moi. Nous nous sommes rencontrés à l'université lorsque nous travaillions toutes les deux au café du campus, et elle avait observé la dynamique de ma famille au fil des ans. Il profite de toi, Megan, m'a-t-elle dit lors d'une de nos soirées vin hebdomadaires dans mon appartement. Tu t'en rends compte, n'est-ce pas? 9 600 $ par an que tu leur donnes. Et qu'est-ce que tu reçois en retour? Même pas un merci.
C'est ma famille, répondais-je, la justification paraissant plus faible à chaque fois. Qu'est-ce que je suis censé faire? Les laisser perdre leur maison. Lorraine secouait la tête, peu convaincue. Il y a une différence entre aider sa famille et se faire exploiter par elle. Je savais qu'elle avait raison, mais le reconnaître signifiait affronter une vérité douloureuse sur les personnes qui m'ont élevé. Au lieu de cela, j'ai continué à payer, en espérant toujours une reconnaissance qui n'est jamais arrivée. Il y a eu des moments où leur manque de gratitude était impossible à ignorer. Pour le 60e anniversaire de maman, j'ai dépensé $2000 pour une escapade d'un week-end pour elle et papa à Chicago, avec des billets de théâtre et des réservations dans un restaurant étoilé au guide Michelin. Quand ils sont revenus, tout ce que j'ai entendu, c'est comment Jason l'avait appelé pour son anniversaire et lui avait écrit la plus belle des cartes. Mon cadeau n'a mérité qu'un bref, nous avons passé un bon moment, avant que la conversation ne revienne à la dernière idée de Jason. Ensuite, il y a eu l'urgence médicale de papa l'année dernière. Il avait besoin d'une opération de la vésicule biliaire, et j'ai pris 2 semaines de congé sans solde pour aider à la maison. J'ai cuisiné, nettoyé, je l'ai conduit à ses rendez-vous de suivi et j'ai géré ses médicaments. À la fin de mon séjour, il se plaignait que j'avais réorganisé son pilulier de la mauvaise façon et m'a dit que Jason l'aurait fait mieux s'il n'était pas si occupé par ses réunions d'affaires. Ces réunions étaient en fait Jason jouant au poker avec ses amis, comme je l'ai découvert plus tard. Plus récemment, le dernier échec commercial de Jason, un service de boxe par abonnement pour jouer pour animaux de compagnie, s'est effondré après seulement 3 mois. Il avait convaincu 2 investisseurs locaux de le soutenir, et il menaçait d'intenter une action en justice lorsque l'entreprise a été dissoute. Mes parents m'ont appelé en panique, suggérant sans trop de subtilité que je pourrais aider ton frère à se sortir de cette petite situation. La petite situation m'aurait coûté $12 000, ce que j'ai refusé de fournir. Cela a créé des semaines de froideur et de culpabilisation à propos de la loyauté familiale. Malgré tout cela, j'ai maintenu un appartement modeste à Détroit, conduisant une voiture qui avait 8 ans et reportant mes propres rêves d'acheter une maison. Mon salon comportait un grand bocal en verre étiqueté fond d'urgence qui était exclusivement destiné aux besoins imprévus de mes parents. Lorraine détestait ce bocal. Elle l'appelait mon bocal de culpabilité et suggérait que je dépense l'argent en thérapie à la place pour découvrir pourquoi tu les laisses te traiter comme un distributeur automatique de billets avec des jambes. Avec le recul, j'aurais dû l'écouter plus tôt. 2 semaines avant Thanksgiving, j'ai terminé de diriger un projet important au travail. Notre équipe avait lancé avec succès une nouvelle plateforme logicielle pour un client important, et le PDG nous a personnellement félicités. Au-delà de la reconnaissance professionnelle, ce succès s'est accompagné d'une prime de fin d'année substantielle. Pour la première fois depuis des années, je me sentais financièrement assez en sécurité pour envisager de verser un acompte sur une petite maison au printemps. Le même jour, maman a appelé pour discuter des plans de Thanksgiving. Nous pensions que tu pourrais recevoir cette année, a-t-elle dit sans réellement demander si je le voulais. Notre endroit devient trop exigu, et tu as ce bel appartement. J'ai été surprise car il s'était plaint de mon appartement stérile l'année précédente lorsque j'avais reçu. Maman avait passé tout le repas à souligner à quel point ma cuisine était différente de ses recettes traditionnelles, tandis que papa grommelait au sujet de mes chaises de salle à manger inconfortables. Malgré tout, j'ai accepté, espérant que peut-être cette année serait différente. Bien sûr, ça me va, ai-je dit, réorganisant déjà mentalement mes meubles pour accueillir tout le monde. Je m'occupe de tout. Le week-end avant Thanksgiving, Lorraine m'a accompagné à l'épicerie pendant que je faisais mes courses pour les ingrédients. J'ai dépensé près de $400 pour une dinde biologique, des ingrédients de qualité supérieure pour les accompagnements, 3 sortes différentes de tartes et plusieurs bouteilles de vin coûteux. Es-tu sûr qu'ils apprécieront tous ces efforts, a demandé Lorraine alors que j'hésitais entre 2 marques de sauce au canneberge. L'année dernière, ta mère a dit que ta purée de pommes de terre était trop crémeuse. Cette année sera différente, ai-je insisté, en choisissant l'option au canneberge la plus chère. J'ai eu cette prime. Nous avons beaucoup de choses à célébrer. J'ai appelé Jason pour voir s'il apporterait quelque chose pour le repas. Désolé, ma sœur. Je suis un peu à court d'argent en ce moment, a-t-il dit. Je pouvais entendre des jeux vidéo à fond sonore en arrière-plan. Mais je serai certainement là. Je vais bientôt lancer une nouvelle entreprise. J'ai de gros investisseurs en vue. Pas de problème, ai-je répondu, ajoutant des verres à vin à mon panier d'achat. Je m'occupe de tout. 3 jours avant Thanksgiving, maman a appelé à nouveau. Nous avons réfléchi,
a-t-elle commencé, ce qui, j'avais appris, était rarement un bon signe. Il serait peut-être préférable de dîner chez nous après tout. Tante Barbara a mentionné qu'elle aimerait revoir la maison. Et tu sais ce que ton père pense du fait de manger ailleurs que chez lui pendant les fêtes. J'ai regardé mon réfrigérateur rempli à ras-bord et le chemin de table nouvellement acheté sur le thème de l'automne. Mais j'ai déjà tout acheté. Je me prépare depuis des jours. Eh bien, tu peux juste tout apporter ici, a-t-elle dit comme si c'était la solution la plus simple au monde. Ce sera plus chaleureux à la maison de toute façon. Alors, j'ai modifié mes plans. La veille de Thanksgiving, j'ai passé des heures à préparer des plats qui pouvaient être facilement transportés, j'ai soigneusement emballé mes décorations et j'ai essayé de rester positive. Ce soir-là, en déposant quelques préparations à l'avance chez eux, j'ai entendu papa au téléphone avec un parent. Megan ? Bien sûr, elle aide pour le dîner, a-t-il dit d'un ton méprisant, mais entre nous, elle ne contribue jamais assez compte tenu de sa réussite. Tout cet argent, et elle nous laisse quand même parfois galérer. Je suis resté immobile dans le couloir, la saumure de dinde à la main, alors que ces mots me frappaient de plein fouet. Ne contribue jamais assez. Je leur fournissais 9 600 $ par an, soit près de 10% de mon revenu après impôt. Cette nuit-là, de retour dans mon appartement, je n'ai pas pu dormir. Les avertissements de Lorraine résonnaient dans ma tête. Avait-elle raison? Étais-je devenu rien de plus qu'une ressource financière pour ma famille? J'ai envisagé de fixer des limites, mais j'étais inquiète des conséquences. Et s'ils avaient vraiment besoin de moi, et que je ne pouvais tout simplement pas le voir à travers mes sentiments blessés? Le matin de Thanksgiving est arrivé avec un ciel couvert et une neige légère correspondant à mon humeur incertaine. J'ai chargé ma voiture avec des récipients de nourriture, une boîte de décoration et des bouteilles de vin coûteuses. Le trajet jusqu'à la maison de banlieue de mes parents a duré 40 minutes, pendant lesquelles j'ai pratiqué des affirmations positives. Aujourd'hui sera différent, me suis-je dit. Ils reconnaîtront tout ce que je fais pour eux. Ils m'apprécieront. Je me suis garé devant la modeste maison de 3 chambres avec un revêtement légèrement décoloré, dont l'hypothèque était prélevée sur mon compte bancaire le premier de chaque mois. Prenant une profonde inspiration, j'ai attrapé la première série de sacs et je me suis dirigé vers la porte, espérant que ce Thanksgiving apporterait enfin la reconnaissance que je recherchais depuis si longtemps. J'ai frappé à la porte de la maison de mes parents, les bras chargés de sacs d'épicerie. Papa a ouvert après mon 3e coup, jetant à peine un coup d'œil au sac lourd qui tendait mes bras. « Tu bloques l'allée » a-t-il dit au lieu d'une salutation. « Jason aura besoin de cigarettes quand il arrivera. »« Bonjour à toi aussi, papa » ai-je répondu, me faufilant devant lui dans la maison. « Je peux la déplacer après avoir tout déchargé. » Il m'a regardé de haut en bas. « C'est une nouvelle voiture, là ? Ça a l'air drôlement chic pour quelqu'un de ton âge. » La voiture chic était une berline de milieu de gamme, le premier véhicule neuf que j'avais acheté dans ma vie d'adulte après avoir conduit ma voiture d'université jusqu'à ce qu'elle tombe littéralement en panne sur l'autoroute. Je l'avais acheté il y a 2 mois après 8 ans de conduite d'une voiture avec une climatisation défaillante et une portière passager qui refusait parfois de s'ouvrir. Oui, j'avais besoin d'une voiture fiable pour le travail, ai-je expliqué, bien que je ne sache pas pourquoi je ressentais le besoin de justifier mon achat. Maman est sortie de la cuisine, s'essuyant les mains sur un torchon. Ses yeux se sont écarquillés en voyant ma tenue, une simple robe pull bordeaux que j'avais achetée spécialement pour l'occasion. « Eh bien, regarde-toi comme tu es bien habillé » a-t-elle dit avec un sourire crispé. Certains d'entre nous cuisinent depuis 6 heures ce matin, donc nous n'avons pas eu le temps de tout ça, a-t-elle fait un geste vague vers mon maquillage minimal et mes cheveux coiffés. J'ai tout apporté préparé et prêt à cuire, ai-je dit, soulevant les sacs, y compris la dinde de 9 kilos dont nous avons parlé. Le four est tout à toi. Bien que j'ai déjà commencé une partie de ma farce traditionnelle, a-t-elle répondu. Tu sais que ton père n'aime que ma recette. J'ai passé les 2 heures suivantes à prendre le contrôle de la cuisine, à organiser les plats et à tout chronométrer pour que tout soit prêt à 15 heures, heure à laquelle nous avions convenu de manger. À travers la porte de la cuisine, je pouvais voir maman et papa regarder un match de football, commentant occasionnellement les jeux, mais n'offrant jamais d'aider. À 13h30, la sonnette a retenti. J'ai entendu des salutations enthousiastes et le rire sonore de mon frère. Jason était arrivé, et d'après le bruit, il recevait un accueil de héros. Le voilà, s'est exclamé papa. L'homme de la situation.
Je me suis essuyé les mains et je suis entré dans le salon pour voir Jason se faire étreindre avec enthousiasme par ses deux parents. Il n'avait apporté que lui-même, et pourtant ils agissaient comme s'il avait livré tout le festin. « Salut, ma sœur » a-t-il dit, me remarquant enfin. « Ça sent bon. Tu as toujours été la magicienne de la cuisine. » Avant que je puisse répondre, la sonnette a retenti à nouveau. Cette fois, c'était tante Barbara, oncle Georges et cousine Nathalie, la seule famille élargie à se joindre à nous cette année. Ils sont entrés en trombe avec des bouteilles de soda et une tarte à la citrouille achetée en magasin qui a reçu des éloges dithyrambiques de ma mère. Mégane est dans la cuisine, leur a dit maman en prenant leur manteau. Elle a insisté pour tout cuisiner elle-même cette année. Tante Barbara s'est dirigée vers la cuisine, me donnant une étreinte chaleureuse. « Besoin d'aide, ma chérie ? On dirait une sacrée opération ce que tu as en cours. » Sa gentillesse a presque fait monter les larmes à mes yeux après des heures de travail seul. En fait, si tu pouvais m'aider à mettre la table, ce serait génial. Pendant que nous disposions la belle vaisselle que j'avais lavée plus tôt, elle était poussiéreuse à cause du manque d'utilisation, tante Barbara a bavardé au sujet de son jardin communautaire et des cours universitaires de Nathalie. C'était la première conversation agréable que j'avais eue depuis mon arrivée. Au moment où nous nous sommes réunis autour de la table, j'avais produit une table de Thanksgiving parfaite, une dinde dorée, une sauce aux canneberges faite maison, de la purée de pommes de terre, des légumes rôtis, 3 sortes de tartes refroidissant sur le comptoir, et une farce traditionnelle et aux huîtres malgré le commentaire précédent de maman. J'avais fait la préférée de papa de toute façon. La dinde a l'air un peu sèche, a commenté maman alors que papa commençait à découper. Je recouvre généralement la mienne de beurre avant de la rôtir. Je me suis mordu la langue. J'avais, en fait, utilisé un mélange de beurre et d'herbes sous la peau, en plus d'un arrosage régulier, mais il ne servait à rien de défendre mes méthodes de cuisson. Ce vin est terriblement doux, s'est plaint papa après avoir siroté la bouteille à 70$ sur laquelle j'avais fait des folies sur la base de la recommandation d'un sommelier. Jason, déjà à son 2e verre, a haussé les épaules. Il a bon goût pour moi. L'alcool gratuit est le meilleur alcool, n'est-ce pas? La disposition des sièges n'avait pas été planifiée, mais d'une manière ou d'une autre, je me suis retrouvé à l'extrémité de la table rectangulaire avec Jason assis entre nos parents à l'autre extrémité. Tante Barbara, oncle Georges et Nathalie ont rempli le milieu, créant une manifestation physique de ma distance émotionnelle avec ma famille immédiate. Papa a mené la prière avant le repas, une tradition dans notre foyer. Seigneur, nous te remercions pour cette nourriture et d'avoir ramené Jason à la maison en toute sécurité. Nous sommes reconnaissants pour la santé, pour cette maison et pour la famille. Amen. Aucune mention de ma contribution au repas ou à l'hypothèque de la maison. Alors que nous commencions à passer les plats, oncle Georges s'est renseigné sur mon travail. Mégane, ta maman a mentionné que tu travailles avec des ordinateurs. Qu'est-ce que tu fais exactement, au juste? Je suis une développeuse de logiciels senior spécialisée dans les systèmes de technologie financière, ai-je expliqué. Mon équipe vient de lancer avec succès une plateforme bancaire majeure qui sera utilisée par des millions de personnes. Alors tu répares les ordinateurs quand ils tombent en panne, a interrompu papa avant que je puisse développer. Non, je conçois et construis les logiciels qui fonctionnent dessus, ai-je précisé pour ce qui me semblait être la 100e fois. En fait, je viens de diriger un projet qui a rapporté à notre entreprise un contrat de plusieurs millions de dollars. J'ai eu une belle prime pour ça. En parlant d'entreprise commerciale réussie, a interrompu maman, se tournant vers Jason, parle à tout le monde de ta nouvelle idée, mon chéri. Juste comme ça, la conversation a changé de sujet. Ma réussite, qui avait nécessité des mois de semaines de travail de 60 heures pour être accomplie, a été balayée d'un revers de la main au profit du dernier concept non prouvé de Jason. Je lance une application de remise en forme axée sur la technologie, a annoncé Jason fièrement. Elle va révolutionner la façon dont les gens s'entraînent à la maison. J'ai déjà le plan d'affaires, et je rencontre des investisseurs le mois prochain. Cela a l'air fascinant, a dit papa, rayonnant de fierté. Notre fils, l'entrepreneur. J'ai mangé tranquillement ma dinde, qui n'était pas, en fait, sèche du tout. Le repas que j'avais passé des jours à préparer et des centaines de dollars à financer était consommé avec un minimum de reconnaissance pendant que Jason tenait cours décrivant une entreprise qui n'existait que dans son imagination. Alors que nous passions au dessert, le monologue de Jason au sujet de son application de remise en forme a continué sans relâche. L'investissement initial nécessaire n'est même pas si élevé, disait-il, gesticulant avec sa fourchette.
Juste 40 000 $ pour construire le prototype et mettre en place le marketing. Maman a hoché la tête avec enthousiasme. Nous pensions que nous pourrions peut-être t'aider à démarrer, n'est-ce pas, Richard? Papa a gonflé sa poitrine. Nous avons encore quelques économies auxquelles nous pourrions accéder. La famille doit soutenir les rêves de chacun. J'ai failli m'étouffer avec ma tarte à la citrouille. Les quelques économies auxquelles il faisait référence étaient leur fonds de retraite, qui était déjà dangereusement épuisé. Jason, ai-je dit prudemment, essayant de garder un ton neutre. Qu'est-ce qui rend cette application différente des centaines déjà sur le marché? As-tu fait des recherches concurrentielles? Jason a roulé des yeux. Bien sûr que oui, Megan, mais la mienne a un angle unique que personne d'autre ne fait. Lequel est, ai-je insisté. Je ne veux pas entrer dans les détails avec autant de monde autour, a-t-il esquivé. Le vol d'idées est réel dans le monde de la technologie comme tu devrais le savoir. J'ai pris une lente inspiration. Je suis juste inquiète parce que trouver des investisseurs nécessite un plan d'affaires solide. Le marché des applications de remise en forme est incroyablement saturé, et le taux d'échec pour les nouvelles entrées est supérieur à 90%. La voilà qui recommence, a soupiré maman, regardant les autres avec désolation. Elle plombe toujours l'ambiance de Jason. Je ne plombe rien du tout, me suis-je défendu. Je travaille dans la technologie. J'essaie d'offrir une perspective réaliste avant que vous n'investissiez vos économies de retraite dans une autre entreprise qui pourrait ne pas réussir. Que veux-tu dire par une autre entreprise, a exigé Jason, son visage rougissant. Ce n'est pas parce que tu as un travail d'entreprise ennuyeux que tout le monde en veut un. Certains d'entre nous prennent des risques pour atteindre la grandeur. Les risques sont acceptables, ai-je répondu, mais ce serait la 4e idée d'entreprise que tu as poursuivie en 3 ans, le magasin de dropshipping, le food truck, le groupe d'investissement en crypto-monnaie. Aucun d'entre eux n'a rapporté de bénéfices. Tu es juste jalouse, a rétorqué Jason. Tu l'as toujours été. Tu ne supportes pas que maman et papa soutiennent mes ambitions. Soutien. Le mot est resté suspendu dans l'air pendant un moment avant que je ne poursuive, ma voix calme mais ferme. Savez-vous qui soutient réellement maman et papa depuis les 8 dernières années? Moi. Leur hypothèque, les services publics, les paiements de la voiture, tout ça. 9600 $ par an. Un lourd silence est tombé sur la table. Tante Barbara et oncle George ont échangé des regards mal à l'aise. Nathalie s'est soudainement montrée très intéressée par sa tarte. Megan, a dit papa, sa voix dangereusement basse, nous ne discutons pas des finances de la famille devant les invités. Je suis désolé, mais je pense que c'est pertinent quand vous parlez d'investir de l'argent que vous n'avez pas dans l'entreprise de Jason, ai-je répondu. Si vous mettez vos économies là-dedans et que ça échoue, qu'advient-il de votre retraite? Qui pensez-vous finira par combler le déficit? Nous avons toujours soutenu nos 2 enfants, a dit maman sur la défensive. Financièrement, ai-je demandé, parce que je me suis payé mes études universitaires avec 3 emplois et des prêts que j'ai remboursés moi-même, tandis que Jason a eu ses frais de scolarité couverts. Ce n'est pas juste, a protesté maman faiblement. Ce qui n'est pas juste, c'est que je paie vos factures depuis près d'une décennie avec à peine un merci, tandis que Jason est loué pour des idées qui ne se concrétisent jamais, ai-je dit, me surprenant moi-même par ma franchise. Si vous investissez dans cette application et que vous perdez cet argent, j'ai besoin que vous compreniez que je pourrais ne pas être en mesure d'augmenter mon soutien pour compenser. Papa a frappé sa main sur la table, faisant sauter les assiettes. Son visage avait pris une dangereuse teinte rouge. Sors d'ici, a-t-il crié. Payer les factures ne fait pas de toi un membre de la famille. Comment oses-tu nous jeter ton aide financière à la figure? Personne ne t'a demandé de payer nos factures. La pièce est redevenue silencieuse. Même Jason avait l'air choqué par l'accès de colère de papa. Richard, a commencé tante Barbara, mais papa l'a coupé d'un geste de la main. Non, j'en ai marre de son complexe de supériorité, a-t-il continué, venir ici critiquer tout, agissant comme si elle maintenait cette famille à flot. Nous nous en sortions très bien avant qu'elle ne commence à aider, et nous nous en sortirons très bien si elle arrête. Maman s'est penchée et a chuchoté assez fort pour que tout le monde l'entende. Tu es juste jalouse de ton frère. Tu l'as toujours été. Je suis resté parfaitement immobile, un étrange calme envahissant. 8 années de soutien financier, de sacrifice, de rêve d'espoir d'appréciation, et voici leur réponse. J'ai posé ma serviette à côté de mon assiette et je me suis levé. Alors laissez-le payer les 9600 $,
ai-je dit doucement, ma voix stable malgré la tempête intérieure. Papa n'en avait pas fini. Tu as toujours été difficile, même enfant. Jamais reconnaissante, toujours à remettre en question. Tu penses que ton travail chic et ton argent te rendent meilleur que nous. La famille, c'est une question de loyauté, pas de dollars. Jason comprend ça. Toi, jamais. J'ai ramassé mon sac à main et mes clés de voiture sans répondre. Qui avait-il encore à dire? Tu quittes cette table et ne prends pas la peine de revenir pour Noël, a-t-il ajouté, son ultimatum planant entre nous. Richard, tu ne penses pas ce que tu dis. Tante Barbara s'est levée. Ce n'est qu'un malentendu. Mais je pouvais voir dans ses yeux qu'il le pensait. Ce n'était pas une déclaration à chaud. C'était des années de ressentiment, trouvant enfin une voie. Je vais chercher mon manteau, ai-je simplement dit. Alors que je marchais vers le placard, j'ai entendu des chaises racler. Des pas m'ont suivi dans le couloir. C'était Nathalie. Mégane, attends, a-t-elle dit doucement. Tu es en état de conduire? C'était vraiment intense tout à l'heure. J'ai hoché la tête, retenant mes larmes. Je vais bien. Merci de t'en soucier. Ce qu'ils ont dit n'était pas juste, a-t-elle ajouté. Nous savons tous combien tu fais pour eux. Je l'ai brièvement serré dans mes bras, puis j'ai enfilé mon manteau et suis sorti par la porte d'entrée. Avant de la refermer derrière moi, j'ai jeté un dernier coup d'œil à la salle à manger. Maman réconfortait Jason, qui était devenu en quelque sorte la victime dans ce scénario. Papa remplissait son verre de vin, ses mains tremblant légèrement. Tante Barbara et oncle George étaient assis dans un silence malaisé. J'ai fermé la porte et me suis dirigé vers ma voiture de luxe, les larmes coulant enfin alors que je m'éloignais de la maison que je payais depuis toutes ces années. J'ai conduit sans but pendant près de 30 minutes, les larmes brouillant ma vision, jusqu'à ce que je me gare enfin à Riverside Park, un endroit tranquille le long de la Grand River. Le parc était désert le soir de Thanksgiving, ce qui me convenait parfaitement. Je me suis assise sur un banc froid surplombant l'eau, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Lorraine. Comment se passe le cirque familial? Au lieu de répondre par SMS, je l'ai appelée. Quand elle a répondu, je pouvais à peine parler à travers mes sanglots. Mag, que s'est-il passé? Tu vas bien? Sa voix était empreinte d'inquiétude. Entre deux respirations saccadées, j'ai raconté la confrontation, les mots cruels de papa et mon départ brusque. Où es-tu maintenant? A-t-elle exigé. Riverside Park. Reste là. Je viens te chercher. Dans 20 minutes. Fidèle à sa parole, la voiture de Lorraine s'est arrêtée 18 minutes plus tard. Elle avait quitté son propre Thanksgiving familial pour venir à mon secours. Elle s'est assise à côté de moi sur le banc, a mis son bras autour de mon épaule et a écouté pendant que je donnais les détails que j'avais été trop émotive pour expliquer au téléphone. Je suis tellement désolé, Mag, a-t-elle dit quand j'ai fini. Mais honnêtement, je suis aussi soulagé. Soulagé. J'ai essuyé mes yeux avec le mouchoir qu'elle m'a offert. Oui, ça devait arriver. Ils profitent de toi depuis des années, et tu les laisses faire parce que tu continues d'espérer qu'ils vont soudainement se transformer en parents reconnaissants et aimants, elle a serré mon épaule. Certains parents ne sont tout simplement pas capables de ça. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant, ai-je demandé, me sentant perdu. D'abord, on prend un café et on fait un plan. Ensuite, tu reprends ton pouvoir. Nous avons conduit jusqu'à un petit café qui était ouvert pendant les vacances. Autour de tasses fumantes, Lorraine m'a aidé à voir la situation clairement. Ce n'était pas seulement de l'exploitation financière. C'était des années d'abus émotionnels, la comparaison constante avec Jason, le rejet de mes réalisations, l'attente de soutien sans gratitude. Tout cela formait un schéma que j'avais été trop proche pour reconnaître. Ils t'ont descendu ce soir, a déclaré Lorraine sans détour. Après 8 ans où tu les as soutenus, je pense qu'il est temps que tu les prennes au mot. Au moment où je suis retourné dans mon appartement ce soir-là, un étrange sentiment de calme avait remplacé ma détresse antérieure. Je me suis assise à mon bureau et j'ai ouvert mon ordinateur portable, en consultant mes relevés financiers et en créant une feuille de calcul détaillant exactement ce que j'avais payé. Paiement hypothécaire mensuel, $800, services publics, électricité, eau, gaz, $400, paiement de voiture pour les 2 parents, $600, assurance automobile, $180,
téléphone cellulaire, forfait familial, 120 $, internet et câble à domicile, 150 $, service de diffusion en continu, 45 $, dépenses d'urgence mensuelle moyenne, 200 $. Soutien mensuel total, 2495 $. Total annuel, 29 940 $. Regarder les chiffres en noir et blanc était surprenant. J'avais dépensé près de 30 000 $ par an pour mes parents, et non les 9 600 $ que j'avais mentionnés au dîner. Ce chiffre ne représentait que l'hypothèque, les services publics et les paiements de voiture, et non les dépenses supplémentaires qui étaient devenues si routinières que je n'y pensais presque plus. En 8 ans, je leur avais donné près de 240 000 $, de l'argent qui aurait pu m'acheter une maison à moi, de l'argent qui aurait pu être investi pour mon avenir, de l'argent qui ne m'avait valu que du mépris. Alors que je fixais la feuille de calcul, une autre réalisation m'a frappé. La plupart de leurs systèmes domestiques étaient liés à des comptes que j'avais configurés et payés, leurs services Internet, les plateformes de diffusion en continu qu'ils regardaient tous les soirs, même le système de sécurité domestique intelligent que j'avais installé l'année dernière après un cambriolage chez un voisin. Tout était à mon nom, payé avec mes comptes. Pendant un instant, j'ai hésité. Les couper serait une mesure radicale. Mais ensuite, je me suis souvenu des mots de papa, payer des factures ne fait pas de toi une famille, et de l'accusation murmurée de maman, tu es juste jalouse de ton frère. Mes mains ont bougé de manière décisive sur le clavier alors que je commençais systématiquement à annuler les paiements et à fermer les comptes. Tout d'abord, j'ai supprimé le paiement automatique de l'hypothèque du mois prochain, puis les services publics, les paiements de voiture, l'assurance. Pour chaque service, j'ai envoyé un courriel officiel leur notifiant que je ne serais plus la titulaire du compte et que la responsabilité du paiement reviendrait à Richard et Eleanor Morris, avec effet immédiat. Ensuite, ce sont les services numériques. J'ai changé les mots de passe de tous les comptes de diffusion en continu, puis j'ai supprimé leurs appareils de la liste autorisée. Je me suis connecté au système domotique et j'ai téléchargé une sauvegarde de leurs paramètres avant de supprimer mes informations de paiement. Avec chaque compte que je fermais, chaque paiement que j'annulais, je sentais un poids se soulever. Ce n'était pas de la vengeance. C'était de la libération. Pendant trop longtemps, j'avais assimilé le soutien financier à l'amour, espérant que si je donnais suffisamment, il finirait par me voir. Mais comme Lorraine l'avait souligné, certaines personnes sont incapables de donner l'appréciation et l'amour que nous méritons, peu importe ce que nous sacrifions. J'ai écrit un bref courriel au service des ressources humaines de mon entreprise demandant une semaine de congé personnel, invoquant une urgence familiale. Puis j'ai envoyé un texto à tante Barbara. Je suis désolé de la façon dont le dîner s'est terminé. Je veux que tu saches que je n'ai aucune rancune envers toi, oncle Georges ou Nathalie. Ce qui s'est passé ce soir est le point culminant d'années de déséquilibre dans ma relation avec mes parents. J'ai besoin de temps loin d'eux pour réévaluer notre relation. Vers 23h30 ce soir-là, j'avais terminé le démantèlement numérique du système de soutien que j'avais construit pour mes parents. La dernière étape était le système de sécurité et d'automatisation de la maison. Prenant une profonde respiration, j'ai déclenché un arrêt à distance, sachant que cela déclencherait une réinitialisation du système et désactiverait temporairement leurs thermostats intelligents, leurs lumières et leurs caméras de sécurité. J'ai éteint mon téléphone, pris le somnifère que je gardais pour les insomnies occasionnelles et me suis endormi d'un sommeil sans rêve, libéré pour la première fois en 8 ans du fardeau d'être la gardienne de mes parents. Je me suis réveillé à 9h le lendemain matin, me sentant étrangement légère jusqu'à ce que les événements de la veille reviennent en trombe. En allumant mon téléphone, j'ai été accueilli par un déluge de notifications, 37 appels manqués, 52 textos et de nombreux courriels, tous arrivés aux premières heures du matin. Le premier message vocal que j'ai écouté était celui de tante Barbara, daté de 7h15. Mégane, appelle-moi dès que tu reçois ce message. Il y a une situation chez tes parents. Ils se sont réveillés et ont constaté que tout était éteint et que l'alarme de sécurité se déclenchait. Ils n'ont pas pu la réinitialiser parce que le mot de passe avait été changé. Ton père a appelé la police, affirmant qu'il y avait eu une invasion de domicile ou un piratage. Ils sont là maintenant. Rappelle-moi. Le message suivant était de Jason, envoyé à 7h22. Qu'est-ce que tu as fait? La voiture a été reprise ce matin. J'étais censé me rendre à une réunion importante, et maintenant je suis coincé chez papa et maman. Répare ça maintenant. Les messages vocaux de ma mère sont passés de la colère à la manipulation. 7h30, Mégane et Maurice, rappelez-nous tout de suite et expliquez ce qui se passe avec tous nos comptes. 8h15, la compagnie hypothécaire a appelé.
Ils ont dit que le paiement avait été annulé. Est-ce une blague de mauvais goût après hier soir? 8h45, ton père a des douleurs à la poitrine à cause du stress. S'il lui arrive quelque chose, ce sera sur ta conscience. 9h, s'il te plaît, chérie, si nous avons dit quelque chose pour te contrarier hier, nous sommes désolés. Rappelle-nous. Nous ne pouvons pas gérer tous ces problèmes financiers à la fois. Mon père n'avait laissé qu'un seul message, à 8h30. Sa voix était froide et menaçante, quel que soit le coup que tu joues, ça s'arrête maintenant. J'ai parlé à ton cousin, Gary, qui est avocat, et il dit que ce que tu fais pourrait constituer de l'abus financier envers les personnes âgées. Tu as jusqu'à midi pour tout rétablir, sinon nous envisageons une action en justice. J'ai fait défiler les textos, qui racontaient une histoire similaire de panique et d'incrédulité. La compagnie hypothécaire avait envoyé un courriel automatisé concernant l'annulation du paiement, que ma mère m'avait transmis avec de multiples points d'exclamation. La compagnie de service public avait envoyé un avis indiquant que le service serait déconnecté dans 3 jours si des arrangements de paiement n'étaient pas conclus. Au milieu du chaos, il y avait un texto de Nathalie, je prends juste de tes nouvelles. Les choses sont folles ici, mais je veux que tu saches que je comprends pourquoi tu as fait ce que tu as fait. Ils n'ont pas été justes envers toi hier, ni d'après ce que je peux en dire, pendant longtemps avant cela. Prends soin de toi. Le plus surprenant était un message vocal d'oncle George, qui s'impliquait rarement dans les drames familiaux. Megan, c'est ton oncle George. Je veux juste dire que même si ton approche a fait beaucoup de bruit, ton père et ta mère ont dépassé les bornes hier. La façon dont ils ont rejeté tes contributions était. Eleanor et Richard nous ont dit pendant des années que Jason les aidait financièrement, donc nous avons tous été choqués d'apprendre que c'était toi depuis le début. Prends le temps dont tu as besoin, mais sache que tout le monde dans la famille ne pense pas que tu as tort ici. Je me suis assise sur mon canapé, le téléphone à la main, et j'ai réfléchi à la façon de répondre. Après mûre réflexion, j'ai composé un seul courriel, adressé à mes parents, avec Jason, tante Barbara et oncle George en copie, cher papa et maman, hier soir, au dîner de Thanksgiving. Vous avez clairement indiqué que mes contributions financières à notre famille ne constituent pas un véritable engagement familial à vos yeux. Papa a spécifiquement déclaré, payer des factures ne fait pas de toi une famille, et a ensuite demandé de partir et de ne pas revenir pour Noël. J'ai passé 8 ans à vous soutenir financièrement, payant environ 30 000 $ par année pour votre hypothèque, vos services publics, vos paiements de voiture, votre assurance, vos factures de téléphone, internet et diverses autres dépenses. Pendant ce temps, mes contributions ont été prises pour acquis. Alors que Jason a reçu des éloges et du soutien pour des projets d'affaires qui ont échoué à plusieurs reprises, je n'en ai reçu aucun. Comme vous avez respecté mes souhaits en me retirant complètement de vos affaires financières. L'hypothèque, les services publics, les paiements de voiture et toutes les autres factures ont été remis à votre responsabilité. Toutes les informations de compte vous ont été envoyées par courriel séparément afin que vous puissiez assumer le paiement. Maman, concernant ton texto sur le fait que papa a des douleurs à la poitrine, s'il y a une véritable urgence médicale, veuillez appeler le 911, pas moi. Utiliser les problèmes de santé comme manipulation émotionnelle n'est pas acceptable. Papa, concernant ta menace d'action en justice, il n'y a aucune obligation légale pour un enfant adulte de soutenir financièrement ses parents. Tous les comptes étaient à mon nom, et j'ai le droit d'interrompre les services que je payais volontairement. Je vais prendre du temps loin des interactions familiales pour réévaluer notre relation. J'espère que cette période nous apportera à tous de la clarté sur ce que nous valorisons vraiment dans nos liens familiaux. Megan, quelques minutes après avoir envoyé le courriel, mon téléphone a sonné à nouveau. C'était ma mère. J'ai laissé aller à la messagerie vocale. Megan, s'il te plaît. Ton père est à l'hôpital. Sa tension artérielle a atteint des niveaux dangereux ce matin. Le médecin dit que cela aurait pu provoquer un accident vasculaire cérébral. Tu dois venir tout de suite. Mon cœur s'est emballé avec panique et culpabilité. Avais-je réellement causé une urgence médicale? J'étais sur le point d'attraper mes clés de voiture quand un autre texto est arrivé. Celui-ci de Nathalie, juste pour que tu saches, oncle Richard n'est pas à l'hôpital. Lui et tante Eleanor sont chez eux avec la police. Ils essaient d'affirmer que tu as piraté leur système ou quelque chose comme ça. Je pensais que tu devrais le savoir au cas où ils te diraient le contraire. La manipulation était à couper le souffle dans son impudence. J'ai renvoyé un texto rapide à Nathalie merci pour la vérité, puis j'ai vérifié mon application de sécurité domestique.
J'avais toujours accès à distance aux caméras que j'avais installées chez mes parents. Les images les plus récentes montraient des policiers dans le salon pendant que mon père gesticulait sauvagement, l'air en parfaite santé, bien qu'extrêmement agité. Tout au long de la journée, les messages ont continué. Jason a envoyé un texto particulièrement venimeux vers midi, « Tu as détruit cette famille avec ton égoïsme. Papa et maman ont tout donné pour nous élever, et c'est comme ça que tu les remercies? En les humiliant devant la police et en les laissant sans les nécessités de base. Répare ce que tu as cassé, Megan. C'est ton bordel. » J'ai tapé et supprimé plusieurs réponses avant de me contenter d'une seule réponse, non. Pendant la semaine suivante, je me suis concentré sur la reconstruction de mon estime de soi. J'ai commencé des séances quotidiennes avec un thérapeute spécialisé dans les traumatismes familiaux. J'ai renoué avec des amis que j'avais négligés tout en accordant la priorité aux besoins de mes parents. J'ai dormi, vraiment dormi, pour ce qui semblait être la première fois depuis des années. Le barrage de messages de mes parents a graduellement ralenti alors qu'ils réalisaient que j'étais sérieuse au sujet du maintien de mes limites. Tante Barbara a rapporté qu'ils avaient été contraints de puiser dans leurs économies pour rétablir leur service public et effectuer un paiement hypothécaire. Jason était retourné vivre temporairement chez lui pour les aider à traverser cette période difficile, ce qui impliquait apparemment de manger leur nourriture et d'utiliser leur Wi-Fi, mais sans contribuer financièrement. Le développement le plus surprenant est venu de ma famille élargie. Oncle George a appelé pour m'inviter à dîner dimanche chez eux, déclarant explicitement que mes parents ne seraient pas présents. Nathalie a envoyé des textos de suivi réguliers qui n'ont jamais exercé de pression pour que je me réconcilie, mais qui ont offert un soutien véritable. Même la sœur de ma mère, tante Diane, qui n'était pas à Thanksgiving, a pris contact pour dire qu'elle avait toujours vu à quel point j'étais traité injustement dans la famille. Au fil des jours, mes parents ont tenté de nouvelles stratégies. Maman a envoyé un courriel avec l'objet de réunions d'urgence familiale, annonçant qu'ils organisaient Noël chez eux et s'attendaient à ce que toute la famille assiste et laisse derrière nous cet incident malheureux de Thanksgiving. Le courriel ne reconnaissait pas leur rôle dans le conflit, aucune excuse pour leurs paroles ou leurs actions, juste l'attente que je revienne dans le giron comme si rien ne s'était passé. Jason a fait une dernière tentative pour me culpabiliser afin que je reprenne le soutien financier. Son texto disait, « Papa et maman pourraient perdre la maison d'ici janvier si tu n'aides pas. Est-ce ce que tu veux? Voir tes propres parents sans abri à cause de ta fierté? C'est de ta faute, Megan. Tout ça. » J'ai montré le message à Lorraine pendant notre dîner hebdomadaire. Triangulation classique, a-t-elle dit en secouant la tête. Il essaie de faire de leurs problèmes financiers ta responsabilité à nouveau. Se sont-ils même excusés? Pas une seule fois, ai-je confirmé. Ils ont exigé de la culpabilité, menacé, et maintenant ils font comme si rien ne s'était passé. Mais personne n'a jamais dit, je suis désolé de t'avoir pris pour acquis pendant 8 ans. Alors tu as ta réponse, a répondu Lorraine. Ils t'ont montré exactement qui ils sont et ce que tu représentes pour eux. Crois-les. 6 mois après ce fatidique Thanksgiving, ma vie s'est transformée d'une manière que je n'aurais jamais imaginé possible. J'ai déménagé dans un nouvel appartement dans un immeuble sécurisé où ma famille n'a pas l'adresse. L'argent qui servait autrefois à soutenir mes parents finance maintenant un compte d'épargne d'urgence confortable et les débuts de ma propre entreprise, une société de conseil en développement web que je dirige les fins de semaine. Le voyage n'a pas été facile. En janvier, j'ai rejoint un groupe de soutien pour les enfants adultes de parents émotionnellement abusifs. Entendre d'autres personnes partager des histoires similaires m'a aidé à comprendre que ce que j'avais vécu n'était pas normal ou acceptable. Ce n'était pas mon échec en tant que fille, mais l'échec de mes parents à apprécier la fille qu'ils avaient. Mon processus de guérison comprenait des activités spécifiques que mon thérapeute a recommandées. J'ai commencé à tenir un journal quotidien, déversant des années de sentiments refoulés sur les pages. J'ai pratiqué la méditation pour calmer l'anxiété qui montait en flèche chaque fois que mon téléphone sonnait. J'ai commencé l'escalade, trouvant quelque chose d'émancipateur dans le fait d'escalader des murs et de surmonter des obstacles grâce à ma propre force. Grâce à tante Barbara, j'entendais occasionnellement des nouvelles de mes parents. Ils avaient été contraints de réduire leur train de vie, de vendre leur maison et de déménager dans une propriété locative plus petite. Papa a trouvé un travail à temps partiel comme gardien de sécurité, son premier emploi en plus de 10 ans. Maman a augmenté ses heures de réception au cabinet dentaire. Il se débrouillait, s'adaptant à la vie sans le filet de sécurité que j'avais fourni pendant si longtemps. L'application de remise en forme de Jason ne s'est jamais concrétisée.
Sans la capacité de mes parents à financer ses projets, il avait accepté un emploi dans un magasin d'articles de sport. Selon Nathalie, il vivait toujours avec mes parents et se plaignait constamment de la façon dont j'avais tout gâché. Au début d'avril, j'ai reçu une carte de Noël par la poste, 5 mois en retard. À l'intérieur se trouvait une salutation de vacances générique de mes parents avec une note manuscrite: nous organisons le dîner de Noël à 16h cette année. Le passé est le passé. La famille devrait être ensemble pour les vacances. Aucune reconnaissance de ce qui s'est passé, aucune excuse, juste l'attente que je revienne à ma place dans leur vie comme si rien n'avait changé. J'ai envoyé une réponse polie mais ferme: merci pour l'invitation. Je n'assisterai pas à Noël cette année. Je vous souhaite à tous les deux le meilleur, mais je suis toujours en train de guérir des événements de Thanksgiving et des années de déséquilibre dans notre relation. Peut-être qu'à l'avenir, nous pourrons reconstruire une connexion plus saine, mais cela nécessiterait la reconnaissance des blessures passées et un engagement au respect mutuel à l'avenir. Ils n'ont jamais répondu. À l'occasion du premier anniversaire de mon indépendance financière de ma famille, je me suis offert un voyage de fin de semaine à Chicago, en séjournant dans le même hôtel où j'avais autrefois envoyé mes parents pour l'anniversaire de maman. L'ironie ne m'a pas échappé, alors que j'appréciais le luxe que j'avais auparavant financé uniquement pour les autres. Toutes les relations familiales n'ont pas été perdues à la suite de Thanksgiving. Tante Barbara et oncle George sont devenus plus comme des parents pour moi que les miens ne l'ont jamais été. Ils appellent régulièrement, célèbrent mes réalisations et ne demandent jamais rien d'autre que ma compagnie. Nathalie et moi nous rencontrons pour prendre un café toutes les quelques semaines, notre lien de cousine étant plus fort que jamais. Plus surprenant encore, la sœur de ma mère, tante Diane, est devenue une alliée forte. J'ai toujours vu comment il favorisait Jason, m'a-t-elle dit lors d'un long appel téléphonique. J'ai essayé de parler à Eleanor à ce sujet il y a des années, mais elle n'a pas voulu en entendre parler. Je veux que tu saches que certains d'entre nous ont toujours vu ta valeur, même quand ils ne le pouvaient pas. J'ai même recommencé à fréquenter, quelque chose que j'avais mis en attente pendant que je gérais la crise financière de ma famille. Michael, un architecte gentil que j'ai rencontré par l'intermédiaire d'un ami, comprend la complexité familiale. Lors de notre 3e rendez-vous, lorsque j'ai expliqué nerveusement mon éloignement de mes parents, il a tendu la main à travers la table et a dit: « La famille n'est pas seulement celle à qui tu es né. C'est qui te traite comme si tu comptais. » En repensant à cette nuit de Thanksgiving, je réalise maintenant que lorsque mon père m'a renié à la table du dîner, il m'a rendu une faveur inattendue. Il m'a libéré de la prison d'attentes irréalistes et de dons sans fin que j'avais construite pour moi-même. En me détournant de la famille qui ne pouvait pas me valoriser, j'ai trouvé la force de construire une vie qui le fait. La leçon la plus profonde que j'ai apprise est que la vraie famille n'a rien à voir avec le soutien financier ou l'obligation. La vraie famille te voit, t'apprécie et t'aime sans condition. Parfois, cela inclut les personnes avec qui tu partages de l'ADN, et parfois non. La décision la plus difficile mais la plus importante que j'ai prise a été d'accepter cette vérité et d'agir en conséquence. Aujourd'hui, je ne suis ni le guichet automatique sur lequel mes parents comptaient, ni la fille inférieure, toujours dans l'ombre de Jason. Je suis simplement Megan, construisant une vie selon mes propres conditions, entouré de personnes qui montrent leur amour non pas par des exigences, mais par le respect et la gentillesse. Avez-vous déjà dû prendre la décision difficile de vous distancer des membres de votre famille toxique? Qu'est-ce qui vous a aidé à trouver la force de fixer des limites? Faites-moi savoir dans les commentaires ci-dessous si cette histoire vous a parlé. Veuillez envisager de donner un j'aime et de vous abonner pour entendre d'autres voyages de découverte de soi et de guérison. Merci d'avoir écouté mon histoire, et rappelez-vous, parfois la famille que nous choisissons est plus importante que la famille dans laquelle nous sommes nés. Prenez soin de vous et ne vous contentez jamais de relations qui diminuent votre valeur.